Ouais, bien, bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième capsule. En ce moment, pour cette partie-là, on va parler sur les conséquences sur l'agriculture. Donc, on va parler des conséquences euh, de l'agriculture, donc du champ à votre assiette. Donc, qu'est-ce que ça va faire dans votre alimentation de tous les jours? Parce que l'agriculture, veut pas, c'est ce qu'on mange, c'est très important. Donc, les changements climatiques, en fait, on voit, premièrement, on peut voir l'impact humain. Donc, on voit qu'on modifie la terre, donc on la travaille, surtout en agriculture, là, donc si on arrivait sur un nouveau territoire, là, comme ici, c'est en Asie, je pense au Cambodge, il arrive à un nouveau territoire, il dit, bon, parfait, on va commencer à faire de l'agriculture, il y a des petits villages qui se forment, etc. Et à un moment donné, ils vont décider de commencer à raser les forêts. Donc, faire de la place pour les cultures, généralement de la monoculture. Donc, on voit le territoire comme ça se transformer très rapidement. Donc, on voit entre 2007 et 2010 complètement des forêts qui sont complètement rasées et qui sont ensuite loties, donc faire des carrés de culture en 2013 et en 2016. On a une belle culture ici de caoutchouc, si je ne me trompe pas. Donc, cet exercice-là, on le voit moins au Québec, on est moins habitué de voir ça, mais on le fait. En fait, on se rend compte qu'au Canada, c'était une grande forêt. Il y avait des plaines là, dans les prairies, mais au Québec, c'était principalement une grande forêt ici. Et on s'entend, dans la région de Montréal, il n'y a pas beaucoup de forêts en ce moment. Donc, ça, cette déforestation-là, on l'oublie souvent, mais on l'a fait par le passé. Et ça a eu un impact très important sur le climat local et sur la biodiversité locale, parce qu'en rasant des forêts, on a chassé des millions d'animaux de la région, des insectes qui n'ont pas survécu. Donc, les forêts, qui est un havre de biodiversité, deviennent des cultures très standards, donc ici de maïs ou de soya. Donc ça, c'est pas bon pour la biodiversité, c'est pas bon pour la vie, c'est pas bon pour les cours d'eau. Donc ça, c'est l'impact vraiment direct qu'on a dans l'agriculture sur l'environnement en général. Ensuite, les changements climatiques arrivent. Donc, comme on a vu dans la dernière capsule, en brûlant du carburant, on émet des gaz à effet de serre, du CO2, du méthane, etc. Et ça réchauffe le climat. Donc, le premier impact qu'on va voir sur des changements climatiques sur notre quotidien, qu'on voit déjà, c'est des canicules et des vagues de chaleur très importantes. Donc, des extrêmes là, qu'on n'a jamais vus par le passé. Par exemple, en 2021, je ne sais pas si vous vous avez rappelé, en Colombie-Britannique, il y a eu dans la région de l'ouest de la Colombie-Britannique, mais surtout dans la région de Lytton, qui a connu une chaleur autour de 48 degrés Celsius, et ça pendant plus d'une semaine. Donc tout ça a créé des gros problèmes pour la culture, donc pour l'agriculture. Ça a été dévastateur parce que c'est beaucoup trop chaud pour que les végétaux survivent. Tout sèche aussi, donc il n'y a pas d'eau, toute l'eau s'évapore. Et aussi pour la vie humaine, de vivre dans un four comme ça à 48 degrés Celsius le jour, c'est pas vivable. Et la nuit, ça descendait même pas en bas de 35. Donc même la nuit, on dort pas. C'est vraiment pas agréable. Et si vous dites que les climatiseurs pourraient être la solution en dedans, ben à 48, les climatiseurs ne fonctionnent pas. Ils sont conçus pour fonctionner à 40 degrés Celsius. Donc c'est vraiment très problématique. Et ça, on va le voir de plus en plus au Québec. Pas d'une façon nécessairement à chaque année, à chaque semaine, mais on va voir que les extrêmes vont être de plus en plus élevés. Comme on l'a vu dans les dernières semaines, ben, au mois de novembre, d'avoir du 25 degrés Celsius, c'est pas normal. Mais c'est agréable, on va se le dire. Sinon, ben, un impact direct, tout ça qui est lié avec les canicules en partie, c'est les sécheresses. Donc, pour l'agriculture, c'est le grand défi. Si on se retrouve avec une absence de pluie prolongée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ben, les végétaux ne produisent pas, ne poussent pas, et ça peut être très problématique pour l'agriculture. Et aussi pour les nappes phréatiques, parce que je veux pas, il y a beaucoup de cultures qui s'approvisionnent dans la nappe phréatique ou dans les rivières. Ben, s'il y a une sécheresse pendant plusieurs semaines, ben, il n'y a plus d'eau. Donc, plus moyen d'arroser en plus.
Donc ça, c'est très important, les sécheresses, sur la productivité, sur l'agriculture. Et tout ça, encore une fois, va créer des incendies. Donc, si la canicule se prolonge, ça crée des sécheresses. Et si les sécheresses se prolongent, eh bien, on va avoir des incendies, comme on a eu cet été en France et en Espagne, des très gros incendies un peu partout au pays, qui a dévasté des territoires, qui a dérangé complètement l'agriculture, mais aussi des villages qui ont dû être évacués. Donc, des impacts vraiment importants de ce côté-là. Il va y en avoir de plus en plus. Il ne faut pas se cacher. À l'autre extrême, ben, il va y avoir plus d'inondations. Drôlement, on peut penser que quand il y a plus de sécheresse, ben, il y aura moins d'eau. Ben non, en fait, les inondations, souvent, ils arrivent au printemps. Donc, le printemps, quand la neige fond, ça fait des embâcles dans les rivières. Donc, la glace bouche l'évacuation de l'eau. Et en fait, on se retrouve avec ce phénomène-là de plus en plus tôt dans l'année, ce qui crée des inondations de plus en plus importantes. Au Québec, on est habitué aux inondations, mais il y en a de plus en plus. Donc, il y a la rivière Richelieu, il y a le fleuve Saint-Laurent, il y a justement en Beauce, sont habitués, on peut dire, entre guillemets, aux inondations. Ben, ces inondations-là vont être de plus en plus grandes. Les tempêtes, donc comme on voit ici, ça c'est les îles de la Madeleine, donc un ouragan qui s'est rendu aux îles de la Madeleine. Mais toute tempête va être plus intense, plus forte. En fait, oui, il va y avoir des ouragans, mais il va y avoir plus de tornades, comme on a vu dans les dernières années. Même juste les orages vont être plus forts avec des vents dévastateurs et des pluies très fortes. Donc, tout ça peut causer des gros dommages à tout ce qu'on a construit, mais aussi à l'environnement, l'érosion. L'érosion va se faire sur les côtes, mais aussi sur nos territoires au complet. Et un gros défi de biodiversité aussi pour les changements climatiques, parce que la vie est adaptée. Nous aussi, on est adapté à un certain climat qui nous a permis d'avoir un bon niveau de productivité, de s'assurer qu'on vit bien, qu'on mange bien, etc. Les animaux aussi sont habitués à ce climat-là. Ils peuvent s'adapter, mais vraiment plus lentement. Donc les animaux, les insectes montent tranquillement dans le territoire. On le voit depuis plusieurs années. Euh, mais les végétaux ne peuvent pas le faire aussi vite. Donc, des arbres, il y a des arbres qui se retrouvent, qui étaient au nord, et qui se retrouvent que le climat, la température monte, bien, avec leur pollinisation, ils vont chercher à envoyer des spores plus au nord, mais ils peuvent juste le faire sur quelques mètres par année, et c'est pas assez rapide. Donc, c'est un gros défi de biodiversité. Il y a des risques assez importants de mortalité des animaux et de la flore. Et en fait, on parle souvent des objectifs. Donc, l'accord de Paris parlait de 1,5 degré de réchauffement maximum. Puis le grand maximum, ça serait 2 degrés. Donc, pourquoi on parle de ces deux chiffres-là? Juste pour illustrer, c'est assez important comme différence. Donc, le hausse du niveau de la mer, on parle quand même d'environ 30 cm, 20 cm de plus, donc 10 millions de personnes de plus de touchées si on est à 2 degrés versus 1,5 degrés. Les nombres d'été sans glace en Arctique, à 1,5 degré, on est à 1 sur 100. On serait à 1 sur 10, donc à 2 degrés Celsius. Donc, ça serait assez fréquent qu'il n'y aurait plus de glace au nord, ce qui est quand même spécial à penser comme ça. Les coraux. Donc, les coraux, c'est la base d'un écosystème. Les poissons ont besoin de ces habitats-là. Donc, c'est vraiment comme les maisons des poissons et de tout l'écosystème marin. En fait, on voit en ce moment que les changements climatiques, le réchauffement, a un gros effet sur les coraux. Il y a des effets de blanchiment qui appellent. Donc, les changements climatiques, c'est déjà en route. Cet impact-là, il est déjà très important. Si on s'en va vers 1,5 degré, on parle d'une destruction de 70 à 90 et à 2 degrés, une destruction potentiellement totale. Donc, ça pourrait être assez dramatique sur l'écosystème marin. Et pour les écosystèmes terrestres, à 1,5 degré, c'est encore viable, mais comme je disais, il y a certaines plantes, des arbres qui ne vont pas pouvoir migrer assez rapidement à 2 degrés Celsius. Donc, il y a un risque de mortalité beaucoup plus important.
Donc, c'est pour ça qu'il faut se battre pour limiter dans cette braquette-là le réchauffement climatique. Pour vous donner une idée, en ce moment, on est à 1,15 degrés Celsius. Donc, on est vraiment très près du 1,5. Ils estiment que le 1,5 va être atteint autour de 2030, donc dans quelques années seulement. Si on regarde plus spécifiquement sur l'agriculture, les impacts négatifs des changements climatiques, ça va se faire en deux temps. Donc, comme je disais un peu, au printemps, il va y avoir une chose, et à l'été, c'est une autre chose. Donc, au printemps, les printemps vont être plus humides, premièrement. Donc, ce qu'on peut penser que c'est bien pour la culture, mais non, parce qu'en fait, les semences qu'on met dans la terre, si la terre est trop humide, vont moisir. Donc, il faut attendre que le sol s'assèche un peu pour être capable de planter. Donc, ça peut amener certains défis. Comme je disais, il va y avoir des problèmes d'inondation et des crues très importantes. Donc ça peut venir inonder les terres et donc annuler toute production qu'il y avait sur ce territoire-là. Et avoir une érosion plus importante, parce que si on augmente l'humidité, si on augmente la quantité d'eau qui tombe, donc les rivières, le débit va être plus important, ça va être des coups d'eau en plus, donc plus d'eau sur une courte période, ce qui va augmenter l'érosion, donc on perd nos terres avec l'érosion avec le temps. Donc ça va être un aspect au printemps. Et l'été, comme je disais, incendie de forêt qui va être problématique dans certaines régions. Les sécheresses qui vont affecter un peu partout le Québec, mais surtout le Canada et les États-Unis. Les canicules, donc les canicules, pour les plants, c'est très difficile, mais pour les travailleurs et le bétail aussi, parce que veut pas travailler à 40 degrés Celsius à l'extérieur, c'est quasiment impossible. Et le bétail n'aime pas plus ça. Donc, les vaches n'aiment pas ça quand il fait 40. C'est pas viable pour personne, pour aucun animal. Et il va y avoir plus de maladies, des ravageurs qui vont monter du sud vers le nord. Ça fait partie des changements climatiques, on le voit déjà. Donc, tout ça, ça va amener des gros défis. D'autres impacts négatifs qu'il pourrait avoir, c'est le manque de prévisibilité des gels. Parce qu'en fait, quand on fait la culture, donc autant pour la récolte que pour la semence, ben on se fie sur les premiers gels et les derniers gels. Dans le contexte des changements climatiques, ben on ne pourra plus se fier aux statistiques du passé. Donc, il va falloir, ça va être un gros défi d'essayer de trouver tout ça pour semer au bon moment. Ensuite, une baisse potentielle des protéines végétales, ben, c'est dans les études en fait qui démontrent que dans un climat qui est plus chaud, les plants vont avoir moins de protéines. Donc ça peut être un peu moins nutritif manger à ce moment-là. Une pénurie de fourrage, parce qu'en fait, on a besoin de fourrage, donc le foin pour les animaux, pour les nourrir. Ben, si on est dans un contexte de sécheresse, etc., on peut avoir de grosses pénuries, ce qu'on a vu dans les dernières années déjà. Donc ça peut être un enjeu important. La baisse des nappes phréatiques. Comme je disais, au Québec, ça a peut-être un peu moins d'effet, mais par exemple en Californie, ça c'est un sujet d'actualité numéro 1. L'agriculture dépend des nappes phréatiques, ben, les niveaux descendent d'année en année. Donc, c'est un gros problème de ce côté-là. L'érosion côtière, en fait, parce qu'en fait, le niveau de l'eau va monter dans les océans, comme on disait, donc les rivières aussi vont monter. Donc, le fleuve Saint-Laurent, le niveau d'eau va monter. Mais si on augmente le niveau d'eau, on va avoir plus d'érosion côtière, donc plus de problèmes, plus de terres qui vont être grugées. On va avoir moins de territoire pour faire de l'agriculture. Moins de pollinisation. Donc, comme on le sait, les abeilles, c'est pas facile en ce moment. C'est eux les grands pollinisateurs, c'est eux qui nous permettent d'avoir des bonnes cultures, des bonnes productions. Eh bien, dans les prochaines années, ça va être de plus en plus problématique. Donc oui, ça fait partie des enjeux des changements climatiques. Et une chaîne d'approvisionnement dérangée, dans le sens qu'une chaîne d'approvisionnement, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais au fond, c'est comme quand vous commandez quelque chose, quelqu'un vient vous le porter, puis vous allez porter à quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça une chaîne d'approvisionnement. Ça va être la même chose pour tous les producteurs agricoles. Ça va être un gros défi de s'assurer que chaque personne a la chose qu'ils ont besoin au bon moment, parce qu'on vient mettre beaucoup d'incertitudes dans tout ça. Donc, ça va être vraiment un gros défi pour l'alimentation.
Les impacts positifs, parce que oui, il y en a. En fait, on a vraiment de façon très simple, plus il y a de CO2 dans l'air, plus les plants croissent plus rapidement. Donc, c'est vraiment bien prouvé que les végétaux, les arbres, tout ça, s'il y a plus de CO2 dans l'air, ils vont avoir une croissance plus rapide parce qu'ils vont capter plus de carbone. Donc, ça, c'est un point positif. On va avoir une période de culture qui démarre plus tôt et qui termine plus tard. Donc, on va pouvoir faire peut-être plus de culture ou au moins avoir des productions plus grandes. Dans certaines régions, on va pouvoir aussi peut-être penser à d'autres cultures. Donc, là, on est au Québec, on fait beaucoup de maïs, de soya, etc. Mais on a un peu de maraîcher, mais c'est plus difficile un peu de ce côté-là, donc tout ce qui est les légumes. Et bien, à ce moment-là, on pourra peut-être penser à faire des plus grandes cultures sans avoir nécessairement besoin de serre. Ce qui peut être très bien pour tout ce qui est alimentation. Et c'est ça, donc il va être possible de cultiver certaines espèces plus au nord. Donc, inversement, peut-être qu'il y a des cultures qu'on ne peut pas faire dans le nord en ce moment, qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années. Donc, ça, c'est quelques points positifs qui ne vont pas contrebalancer les effets négatifs. Je dirais que les effets négatifs sont beaucoup plus importants que les effets positifs, mais quand même, ça se prend. Donc, ça fait le tour des conséquences sur les changements climatiques sur l'agriculture. Il ne faut pas désespérer, il y a des solutions. Donc, c'est ce qu'on va aborder dans la prochaine capsule. J'espère que vous appréciez jusqu'à maintenant les capsules et on se voit dans la prochaine. Merci.